bienvenue à ce second webinaire sur le développement. Donc, là, l'objectif, c'est de pouvoir faire des mini-conférences pour accompagner le déploiement du projet fédéral, notamment dans le cadre de la campagne qui est en cours sur les financements de l'Agence nationale du sport. Donc, après une première conférence la semaine dernière sur Défi un champion, voilà, aujourd'hui, on est sur le volet manifestation pour tous, avec un focus particulier sur le contre-la-montre pour tous, donc sur lequel vont intervenir Julien Tollet et Denis Repérant, que je remercie déjà pour leur intervention. Donc Julien étant entraîneur national du cyclisme sur route pour les juniors et en charge de ce projet contre-la-montre au niveau national, et Denis, organisateur de club au niveau du CSO de Dijon, dont il est le manager, et puis aussi membre de la Commission nationale route et du Conseil fédéral. Donc rapidement, vous remercier déjà pour votre présence, puisqu'on avait 50 inscrits pour aujourd'hui, et notamment beaucoup de participants qui avaient déjà suivi la semaine dernière, donc vous devenez fidèles à ce rendez-vous du vendredi après-midi. Donc on vous remercie déjà pour ça. Et puis donc sur cette conférence, l'objectif, je vous rappelle, comme on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est vraiment de vous donner des outils concrets. Donc, n'hésitez pas à poser des questions quand il sera temps. On est là pour répondre par des outils très opérationnels avec l'objectif de pouvoir développer de nouvelles offres dans vos clubs, dans vos comités, pour aller toucher de nouveaux pratiquants, mais aussi, et alors ça devient encore plus criant avec la crise qu'on vit tous, trouver de nouveaux leviers économiques dans vos clubs, même si ce n'est pas la finalité première, bien sûr. La finalité, c'est plutôt de faire du sport, d'éduquer les enfants, mais il faut avoir les moyens de le faire. Donc, on essaie aussi, voilà, par ces conférences et ces outils-là, d'accompagner les clubs et les comités à trouver de nouvelles ressources. Et donc, quoi de mieux que de partager des expériences déjà vécues par d'autres sur le terrain. C'est vraiment l'objectif de ces conférences. Voilà, avant de passer la parole à Julien et à Denis, d'un point de vue organisationnel de la réunion, donc je vais partager mon écran. Déjà, ne vous inquiétez pas, c'est nous qui volontairement coupons tous les micros pour éviter les bruits de fond pendant la réunion. Et puis, ça nous permet aussi de voir quand vous avez envie de prendre la parole, puisque si vous voulez prendre la parole, vous pouvez déconnecter la fermeture du micro et comme ça, on vous entend. Par ailleurs, vous avez ici, lorsque je clique sur la petite bulle de texte sur mon écran, vous devez voir ici à droite la conversation, donc une forme de chat en fait qui nous est ouvert à tous participants à la réunion. Donc, on va prendre des questions sous deux formes. Soit pendant les interventions, vous pouvez mettre un message écrit ici que je relèverai et que je relayerai après en fin d'intervention auprès des intervenants. Soit pendant l'échange après les présentations, vous pouvez prendre la parole en ouvrant votre micro pour poser directement la question, ce qui donne aussi peut-être un peu plus de vie aux échanges. Voilà, je crois avoir fait le tour des présentations préliminaires. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Julien qui va nous présenter ce concept de contre-la-montre pour tous et comment la direction technique nationale a impulsé les travaux sur le sujet. Et Julien, tu dois être parmi nous. Je te laisse la parole. Oui, Thierry, je suis là. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, c'est bon, Thierry, vous m'entendez bien? Pas de problème? C'est parfait, on t'entend, on te voit. Donc, c'est effectivement moi qui vais débuter cette mini-conférence par une présentation là, que je vais vous projeter sur l'écran. Simplement, en préambule, vous dire que cette présentation, en fait, elle est dans la continuité du travail qui a débuté en janvier 2019 et qui s'inscrit, comme l'a dit Thierry, dans le cadre du projet fédéral et plus particulièrement sur le développement du contre-la-montre. Donc, de ces premiers travaux, plusieurs réflexions sont apparues et continuent d'être menées sur différentes thématiques. Alors, aussi bien sur le contre-la-montre en tant que sport de haut niveau, avec le perfectionnement des athlètes de haut niveau, mais également la formation des entraîneurs, la formation des éducateurs, la valorisation et l'attractivité de cette discipline, la formation des jeunes coureurs. Mais un cinquième point est apparu, c'est celui de la gestion du calendrier et également le travail sur le format de compétition, et c'est ce qui nous intéresse au premier plan là, sur cet après-midi.
Alors, cette présentation que je vais vous faire, elle fait suite également à une présentation enfin, un groupe de travail qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus d'un mois lors du congrès fédéral qui s'est tenu à Roanne. Donc, certains d'entre vous étaient peut-être déjà présents sur ce congrès fédéral. En tous les cas, voilà, on va reprendre ces éléments-là pour voilà, présenter où en sont les réflexions. Alors, simplement vous dire que on en est à l'état de réflexion et que ça avance, il y a des choses qui bougent, mais notamment d'un point de vue réglementaire, il y aurait encore des choses peut-être à faire évoluer, et là peut-être vous aurez aussi des suggestions à nous faire dans un deuxième temps là, sur la conférence. Alors je vous partage mon écran. Hop. Alors, je vais mettre en mode présentation. Thierry, tu me confirmes que vous l'avez bien à l'écran? Oui, c'est tout bon. Il est passé en mode présentation à l'instant, donc on voit très bien. Ok. Alors, la présentation, on va la faire en 4 temps, simplement redonner un petit peu le contexte du contre-la-montre en France. Donc, voilà, sur cette particularité vraiment du contre-la-montre au sein de nos régions. Refaire un petit focus dans un deuxième temps sur le cadre réglementaire. Finalement, qu'est-ce qui régit cette discipline? Puis, dans un troisième temps, je vous présenterai l'avancée des réflexions et notamment le projet qui est porté par la fédération. Et puis, dans un quatrième temps, je passerai la parole à Denis Repérant qui à travers voilà, son témoignage, pourra nous expliquer un petit peu la vision aussi qu'il a sur le développement de la discipline. Alors, la particularité, on va dire que lorsqu'on fait un peu la photographie du contre-la-montre, l'image qu'on peut peut-être en avoir, c'est que d'un point de vue purement pratique, c'est que pour mettre sur pied des épreuves chrono, on rencontre parfois des difficultés techniques parce que voilà, ça reste une épreuve qui demande un petit peu de logistique pour pouvoir la mettre en place. Parfois, on observe aussi des coûts élevés, des contraintes réglementaires, j'y reviendrai dessus dans un deuxième temps. Également, bon, la réalité de cette discipline en France, c'est qu'elle est peu valorisée et manque sincèrement de visibilité. Et puis, également, on constate que ça effraie un petit peu parfois d'organiser ce type d'épreuve, tout simplement par rapport à la durée, ou en tous les cas au temps nécessaire pour pouvoir mettre sur pied cette épreuve et son déroulement. La réalité, malheureusement, sur notre territoire, c'est qu'il y a très très peu d'organisations, alors tout du moins sous l'égide de la FFC, et je pense que tous autant que vous êtes aussi bien impliqués sur le terrain, et qu'on voit également que les fédérations affinitaires, par contre, ont investi un petit peu ce milieu-là, et on retrouve pas mal de compétitions sous l'égide des fédés affinitaires. Donc, voilà, preuve qu'il est certainement possible de pouvoir proposer ce type d'épreuve. Alors, simplement pour faire un petit état cartographique là, des contre-la-montre, ou en tous les cas de tout ce qui peut être apparenté organisé en France. Alors, ça reste vraiment du déclaratif, hein, c'est une enquête qu'on a menée auprès des comités régionaux, et en tous les cas, les chiffres sont ceux qui nous ont été déclarés par les comités, et selon comment on comptabilise les contre-la-montre, il peut y avoir peut-être une petite distorsion par rapport à la réalité, mais on est quand même malgré tout assez proche. En tous les cas, vous dire qu'on se rend compte qu'il y a certainement une nécessité de simplifier, puisqu'on se rend compte que c'est très hétérogène sur le territoire, et tout simplement un fait qui est quand même assez frappant, c'est l'appellation. On se rend compte que dans chacun des comités régionaux, on retrouve différents types d'appellations. Donc là, je vous les ai cités, contre-la-montre, test chrono, grimpé, gentleman. On retrouve encore duathlon ou des courses par handicap, ou parfois ça s'appelle Grand Prix chrono, et vous avez peut-être d'autres appellations que j'ai peut-être oubliées ici, bien que j'ai essayé de faire une liste assez exhaustive. En tous les cas, tout ça pour dire que au sein de la fédération, au sein même de notre fédération, finalement, on se rend compte qu'il y a différents formats, ou en tous les cas différentes appellations. Et après, si on rentre sous l'angle financier, on se rend compte également, lorsqu'on balaye l'ensemble des régions,
que les droits d'organisation que chaque organisateur doit reverser aux comités régionaux, à la fédération, sont très, très variables, puisque chaque comité régional fixe lui-même ses tarifs. Et vous voyez que la fourchette est très, très large. Ça peut aller d'une centaine d'euros à plus de 400 euros pour certains, dans certains comités, pour certains contre-la-montre. Donc tout ça nous amène à réfléchir, à se dire comment on peut tenter de simplifier tout ça et peut-être d'harmoniser sur le territoire. Alors aujourd'hui, c'est un constat, il faut qu'on avance là-dessus. Deuxième point qui est un petit peu dans le même état d'esprit, c'est le cadre réglementaire. On se rend compte que également, voilà, si on souhaite développer cette discipline, on se rend compte que la réglementation est plutôt assez complexe et en tous les cas, on retrouve différents points de règlement à différents endroits de notre réglementation fédérale. Alors, je vous en cite ici quelques-uns. Par exemple, concernant la participation pour les non-licenciés, parce que c'est un public qui peut nous intéresser, on en parlera dans un deuxième temps, il va falloir se référer au chapitre cyclisme pour tous, avec des précisions sur la participation des licenciés FFC, sur la participation des non-licenciés, liées aussi à tout ce qui est assurance en responsabilité civile pour l'organisateur. En tous les cas, voilà, dans ce chapitre-là, on va pouvoir trouver un petit peu des informations. Également, par rapport à l'accueil d'autres licenciés, je vous cite l'exemple de 2019 où la Fédération française de cyclisme avait signé une convention avec la Fédération française de triathlon qui permettait finalement d'accueillir, alors c'était réservé aux féminines, aux femmes, mais en tous les cas, voilà, sachez que parfois il peut y avoir des accords entre les fédérations qui nous permettent aussi, en tant qu'organisateurs, d'accueillir d'autres licenciés. Donc voilà, et puis autre exemple, sur la participation des non-licenciés, on retrouve aussi un article dans le chapitre organisation du sport cycliste qui s'appelle le titre 1. Alors sans rentrer trop dans le détail, c'est simplement à travers ces diapos, vous démontrer que finalement on a différents textes auxquels il faut se référer pour pouvoir finalement organiser cette pratique. Donc nous, notre travail qu'on mène actuellement, c'est de pouvoir répertorier finalement un petit peu tous ces articles de réglementation pour peut-être tenter de les fusionner, ou en tous les cas les rassembler dans une seule et même réglementation propre vraiment au contre-la-montre pour tous. Donc voilà, sachez que c'est en chantier, qu'à l'heure actuelle, on doit se référer à notre réglementation dont vous pouvez avoir connaissance, qu'on publie sur le site de la fédération. Également sur la réglementation proprement dit du contre-la-montre, donc du déroulé d'une épreuve, on va le retrouver dans les épreuves sur route, mais on va également le retrouver en cyclisme pour tous. Voilà, je vous ai cité quelques exemples. Il y a des articles qui nous parlent des courses gentleman, des articles qui nous parlent des courses par handicap. Donc tout ça pour vous dire qu'on a du travail de toilettage à faire sur nos épreuves contre la montre, mais voilà, que vous avez quand même des éléments qui vous permettent sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir organiser. Alors, toutes ces informations-là, si vous l'avez vu il y a quelques mois, le site de la fédération a été modifié et modernisé. En tous les cas, vous retrouvez tout ce dont je viens de vous parler au niveau réglementaire sur le site de la fédération. Et lorsque vous arrivez sur le site de la fédération, sur le bandeau supérieur, vous avez différents items et vous rentrez sur la thématique structurée et vous allez pouvoir trouver des informations sur les organisations et puis sur tout l'aspect réglementation. Donc vraiment, je vous invite à vous y rendre. Voilà, je pense qu'il y en a qui le font de manière régulière pour être bien informés des différents règlements. En tous les cas, je vous invite à y aller, tout est en ligne. Parmi ces règlements, je voulais faire un petit focus sur un en particulier qui nous concerne au premier titre là, par rapport à une organisation de contre-la-montre. C'est le document qu'on appelle communément RTS, et qui signifie les règles techniques et de sécurité
Alors, je vous en ai fait quelques extraits là, notamment ce qui concerne le contre-la-montre, puisque dans ce document, on retrouve un article qui détaille plus précisément les attendus qu'on peut avoir concernant les règles de sécurité. Alors, sachez que ce document, bon, j'imagine parmi vous, il y a des spécialistes de l'organisation. Ce document a été rédigé par la fédération en lien direct avec le ministère de l'Intérieur. Donc, on peut dire que c'est vraiment un document officiel sur lesquels les préfectures, auxquelles les préfectures se réfèrent pour notamment délivrer des autorisations. Donc voilà, voilà ce que nous dit le titre 5.7 du chrono. Je vous ai flashé en rouge voilà, quelques notions importantes. Voilà, il est recommandé en fait que la circulation soit interdite dans le sens inverse de la course. Okay. Parfois, si on lit un petit peu plus loin, on sait qu'il y a des contraintes qui ne le permettent pas. Si jamais c'est le cas, qu'on n'arrive pas à interdire la circulation sens inverse, on a possibilité d'utiliser des séparateurs de voies qui permettent de sécuriser aussi l'épreuve. Bien évidemment, le régime le plus adapté, et ça, personne ne pourra le contredire, c'est de pouvoir privatiser la route. Mais voilà, il n'est pas toujours simple de pouvoir obtenir cette autorisation-là de privatisation de la route pour ce type d'épreuve. Tout dépend en fait de la configuration de votre circuit et quelles sont les préconisations finalement qui sont faites auprès de la préfecture. Donc voilà, pareil, petit focus, vous dire qu'il existe ce document auquel vous pouvez vous référer. Je ne m'y attarde pas trop pour pouvoir avancer, mais en tous les cas, sachez que le contre-la-montre est évoqué dans ce document que vous retrouvez également, hein, j'y reviens, sur le site de la fédération, dans la rubrique que je vous ai citée juste avant. Également vous dire que dans ce document RTS, on retrouve des informations concernant les structures de secours, parce que je pense que c'est aussi une des questions que vous pouvez vous poser, ou en tous les cas en tant qu'organisateur, vous dire comment je dois sécuriser ma course. Alors, je ne parle pas là forcément, enfin, ce chapitre ne parle pas forcément de la sécurisation du parcours, mais de la sécurisation des personnes. Donc, voilà, le principe, c'est de mettre en œuvre des moyens humains et matériels selon l'importance de la manifestation. Et ensuite, on retrouve une deuxième partie qui nous précise également ce qu'on attend d'un organisateur dans le cadre d'un contrôle à montre en termes de moyens de secours. Donc voilà, on est sur un dispositif assez classique. Alors pour ceux qui sont un peu plus férus de tout ça, ça s'appelle le DPSPE. Donc en fait, c'est le dispositif prévisionnel de secours de petite envergure. Donc c'est un dispositif globalement, vous connaissez tous, c'est un véhicule avec quatre secouristes, mais vous devez faire appel à des associations qui sont agréées, qui peuvent vous mettre en place ce type de secours. Donc voilà, c'est pareil, je voulais simplement bien vous dire qu'il existe des documents qui sont à votre disposition pour pouvoir finalement vous référer et savoir quelles sont les préconisations pour pouvoir mettre sur pied et bien déclarer les épreuves. Donc voilà, ça c'est l'existant. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir faire évoluer un petit peu ces réglementations et ces règles pour pouvoir les assouplir un petit peu, faire en sorte de faciliter le travail des organisateurs pour qu'on puisse mettre sur pied des épreuves. Donc, voilà, nous, ce sur quoi on travaille, et je crois que pour vraiment bien comprendre les choses et en tous les cas la présentation de cet après-midi, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir voilà, développer des épreuves de masse et donc sur un format contre-la-montre. Et du coup, ce qu'on souhaite, c'est bien distinguer deux choses. C'est vraiment les compétitions telles qu'on les connaît jusqu'à présent. Donc, on parle là des championnats et toutes les épreuves officielles, type Coupe de France ou autres. Et puis, également toutes les étapes contre-la-montre, donc qui sont vraiment des choses qu'on connaît tous. C'est notre histoire du cyclisme. C'est vraiment le contre-la-montre tel qu'on l'a tous pratiqué, ou en tous les cas tel qu'on l'a connu. Et on souhaite, parallèlement à ça, pouvoir développer des épreuves de masse où on est sur des compétitions ouvertes à tous
Et finalement, l'idée, c'est de pouvoir attirer peut-être des nouveaux pratiquants. En tous les cas, ça peut être une porte d'entrée vers la pratique du cyclisme. Parce que, prenons l'exemple du peloton, c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes qui pratiquent un petit peu le vélo, mais par contre, venir se confronter seul face au chrono, c'est quelque chose qui peut peut-être les intéresser. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir large et du coup d'assouplir notre réglementation. Et on imagine là, évidemment, notamment la réglementation liée au vélo. Vous savez qu'on est contraint par une réglementation UCI de devoir utiliser des vélos la norme UCI. Et que parfois, certains, on pense notamment au triathlon, les triathlètes n'utilisent pas forcément des vélos aux normes UCI. Et il faut qu'on soit en capacité de pouvoir finalement accueillir tout ce type de pratiquants. Voilà, c'est de dire, quel que soit le vélo que vous possédez, venez, vous pouvez venir faire ce contre-la-montre. Donc ça, c'est l'esprit, la philosophie générale, c'est de bien distinguer nos compétitions, on va dire, plutôt classiques, telles qu'on les connaît de contre-la-montre, et parallèlement à ça, développer des épreuves de masse. Alors attention, il en existe déjà en France de ce type d'épreuves. On pense notamment à toutes les grimpées ou les montées qu'on peut trouver plutôt sur le massif alpin ou plutôt Pyrénées ou sur les massifs moyennes montagnes. Mais dans d'autres régions, on connaît aussi ce type d'épreuve de masse. Alors le projet de la fédération, voilà, l'idée c'est de rendre lisible et de proposer des nouveaux formats de contre-la-montre. Je vous l'ai dit, pouvoir simplifier aussi la tarification, on l'a vu, c'est très hétérogène sur le territoire. Faire évoluer le modèle économique, c'est vous permettre finalement de trouver un équilibre dans la manière d'organiser un équilibre financier dans la manière d'organiser votre contre-la-montre. Pouvoir également, on l'a dit, simplifier l'accès aux compétitions. Et puis, également, travailler sur une communication très spécifique. Donc, on a fait le choix d'essayer de travailler sur cette lisibilité. Et là, on a copié, pour ceux qui connaissent, le triathlon, qui travaille déjà sur ce type de manifestation ouverte à tous, avec des appellations qui vont, je pense, vous parler. On va trouver 4 formats différents en fait, de contre-la-montre pour pouvoir clairement les identifier. C'est-à-dire qu'il faut que chaque pratiquant puisse se dire, oui, bah là, je comprends, je sais où est-ce que je mets les pieds. Donc, une version XS, alors je déroule assez vite, de 3 à 8 km à partir de 13 ans. Une version S, 15 ans et plus, de 8 à 15 km. Une version M, 17 ans et plus, de 15 à 20 km. Et puis ensuite, tous les contre-la-montre au-delà de 20 km sont sur un format L. Donc voilà, avec un petit logo spécifique sur lequel on est en train de travailler, de peaufiner pour pouvoir le diffuser. Donc voilà, l'idée après, c'est que chacun puisse organiser un contre-la-montre vraiment simplifié, alors dans le respect des règles techniques de sécurité, mais avec des principes de base qui sont circuit corde à droite, plus facile à sécuriser, à signaler, avec des cisaillements possibles lorsque la route est coupée, évidemment, un dispositif départ-arrivée minimum, mais bien évidemment avec un chronométrage, c'est important dans un chrono pour le coup de pouvoir fournir un classement fiable. Et pareil, un arbitrage simplifié, et notamment on a parlé de la réglementation des vélos qui serait qui est également simplifiée. Donc voilà, tout type de vélo, toute catégorie, plus les non licenciés, et après au choix de l'organisateur de réaliser des classements. Je m'excuse, j'ai été un petit peu long, Thierry, j'ai vu que j'avais dépassé le chrono. Je passe du coup peut-être la parole. Enfin, Thierry, je ne sais pas comment on enchaîne, si on passe la parole tout de suite à Denis. Je libère l'écran. Ton exposé était bien complet et très clair. Merci, Julien. À ce stade, je ne vois pas de questions écrites, mais est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser une question? Vous pouvez y aller, vous ouvrez votre micro et la parole est à vous. Qui souhaite s'exprimer ou est-ce qu'on passe directement à Denis? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions? Eh bien, écoutez, je propose qu'on passe au concret avec le projet que Denis Repérant développe dans son club. Denis, tu es avec nous? Ouais, je suis là. Je sais pas. Allez, à toi la parole et l'image. C'est tout bon? On t'entend, mais on ne te voit pas. Ah, vous loupez pas grand-chose au final. De toute façon, je vais déjà essayer de partager mon écran. Déjà, bonjour à tous. Parce que j'ai pas encore salué tout le monde. Vous allez juste me confirmer que c'est bon pour l'écran.
te confirme que c'est bon. D'accord. Bon, bah voilà. Donc moi, en fait, l'idée de mon intervention, c'est que par rapport à tout le travail qui a été fait là, avec Julien, on a monté un projet, du moins j'ai monté un projet même dans ma petite commune, une petite commune de 200 habitants, hein, donc pas grand-chose, mais pas grand monde plutôt, mais une commune qui pourra accueillir ce test chrono comme moi je l'ai appelé. Et donc je vais vous présenter où j'en suis au niveau de ce projet. Alors, juste si ça veut bien marcher. Attendez voir. Est-ce que voilà, c'est bon. Donc le projet, connaissance du contexte local. En fait, le projet que je vous présente, moi, je veux le mettre un dimanche matin ou un samedi matin. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, à Dijon, hein, je suis originaire de Dijon, donc Tannay est une petite commune à 15 km. On a des groupes de cyclos qui partent les week-ends, soit à 8h30, soit à 10h, ça dépend le jour. Et c'est des groupes de cyclos qui montent des fois jusqu'à 60 ou 70 personnes, qui ne sont pas obligatoirement licenciés, qui sont des anciens compétiteurs pour la plupart, mais surtout des amoureux du vélo. Et l'idée, c'est que ce que je propose, ce qu'on viendrait à proposer tous ensemble, hein, la FFC et les clubs, ce serait de mettre donc des choses qui intéresseraient tout le monde et qu'on puisse attirer les anciens licenciés, des nouveaux licenciés et des futurs licenciés. Et donc voilà, moi l'idée, c'est d'essayer de trouver l'horaire qui va permettre d'accueillir, d'intéresser ces personnes qui vont rouler toutes seules de leur côté, toutes seules en groupe de leur côté. Et ben, pourquoi pas, dans leur entraînement, de venir se confronter entre eux sur quelque chose d'officiel. Et donc, c'est pour ça, l'idée, c'est de le faire plus sur un samedi ou un dimanche matin. Il y a aussi l'idée de prendre en compte le calendrier régional, parce que c'est vrai que si on peut faire participer les coureurs régionaux à cette compétition, bah, c'est du moins à ce test chrono, ça peut être aussi un plus. Le circuit, vous allez le voir juste après, c'est un circuit que moi j'utilise pour l'entraînement avec mes coureurs, c'est-à-dire que donc je gère une équipe de coureurs élites, et puis on doit s'entraîner au contre-la-montre par équipe, et c'est un circuit qu'on a déjà testé, entre guillemets, si on peut dire, mais c'est un circuit sur lequel on travaille et qui est relativement simple à sécuriser, qui correspond bien à un effort, à l'effort chrono, entre autres, comme nous on l'entend, c'est-à-dire pas non plus trop dur, mais il y a un petit peu de tout, il est bien ce circuit. Donc du coup, ce circuit, je sais qu'il est valable pour faire une petite compète. On tourne à droite, donc facile à sécuriser, et donc la mise en place en elle-même, elle est relativement simple. Je vais vous passer à la suivante. Donc voici le circuit et le profil, donc 17 km. Comme vous pouvez le voir sur la carte, des signaleurs toujours souriants, parce que c'est souvent le cas. Et donc, en fait, seulement 7 signaleurs pour assurer la sécurité sur ce circuit, en tournant donc par la droite. Le départ et l'arrivée sont dans mon village. Il y a juste une petite place au coin de l'arrivée, une salle des fêtes, de quoi donner donc les dossards. Et l'idée, c'est tout simplement de mettre une tente au départ, qui est à la sortie du village. Il y a un petit chemin, hop, on peut se positionner là. Donner des départs toutes les minutes, hein, on s'engagera en amont, bien sûr, via Internet. On aura un fichier Excel avec les horaires de départ. On a quelqu'un qui a le chrono là au départ, quelqu'un qui a le chrono à l'arrivée, qui est un arbitre du club. Ça, c'est l'idée. Et donc, avec juste 2 tentes, eh bien, on fait un contre-la-montre. Alors, peut-être que nous, d'habitude, on a voulu souvent monter le niveau de nos organisations. Là, c'est quelque chose de plus simple, mais au final, c'est quelque chose qui suffit largement pour se tirer la bourre et pour attirer tout le monde. Comme l'a dit Julien tout à l'heure, il y a beaucoup de triathlètes aussi dans le coin. Il y a des personnes qui font juste du vélo pour le plaisir. Et n'importe quel vélo peut permettre de se faire cet exercice. On n'aura pas de frein quant à est-ce que ce vélo-là, il est conforme ou pas. Non, là, tout le monde peut concourir. Circuit donc de 17 km, comme vous pouvez le voir, on traverse pas de grandes routes. On tourne toujours par la droite. Il y a aussi la possibilité de faire des déviations pour pas bloquer la circulation, que les gens puissent aller d'une commune à l'autre. Et puis au pire, on peut aussi sur les axes, un axe, on va dire, faire un cisaillement, pas un cisaillement, mais des séparateurs de voies si on veut faire au plus simple. Mais en tout cas, dans cette région-là, je vous ai pas mis toute la carte, mais je peux faire des déviations et que chacun puisse aller dans n'importe quel petit village sans passer sur le parcours. Et ça, c'est le top, sachant quand même qu'on est sur un contre-la-montre en plus individuel et que l'idée, c'est de faire partir donc toutes les minutes
Donc, en commençant à 9h30, on peut estimer, moi, je vais vous montrer plus loin, j'ai estimé 50 personnes, mais j'ai voulu être plutôt bas. Mais dans mon idée, j'espère avoir une bonne centaine de participants le jour où je l'organiserai. Je dis le jour où je l'organiserai parce qu'au départ, c'était prévu pour la fin de saison. Aujourd'hui, on est un peu en stand-by, donc peut-être que ce ne sera pas cette année, on avisera en fonction. En détail, je vous ai pas zoomé l'arrivée, mais en plus, ce que je peux faire aussi, dans le village, j'ai un petit circuit qui permettrait éventuellement aussi, pourquoi pas, les gamins du coin, de leur faire un petit chrono de 2 km, et juste pour le plaisir de mettre un petit dossard et puis de concourir. Au niveau donc de la date, comme je vous l'ai dit tout de suite, elle n'est pas définie. L'heure, 9h30. Alors, le prix, c'est 8 à 12 euros, mais en fait, moi, je suis en Bourgogne-Franche-Comté. Les droits d'organisation aujourd'hui sont de 127 euros. Et après, les droits d'inscription reviennent au club organisateur. J'ai mis 8 à 12 euros. En fait, l'idée, c'est que moi, c'est vraiment un test chrono basique. Je ne vais pas avoir 25 000 motos. Je ne vais pas avoir des lots de folie. L'idée, c'est vraiment de se faire une petite concurrence et de faire quelque chose d'un peu plus officiel qu'un entraînement. Donc, je ne veux pas taper non plus sur l'organisateur, sur le participant. Par contre, sur ces 8 à 12 euros, je veux quand même mettre une part pour un petit lot. Chaque participant, en fait, qui prend son dossard, reçoit un lot. J'ai estimé ça à 2 euros, 2 à 3 euros sur l'engagement, suivant la valeur d'engagement. Donc, la distance, 17 km. Et par contre, particularité par rapport à ce qui peut être souvent les chronos officiels comme les championnats ou les courses par étapes, pas de véhicule suiveur. C'est-à-dire que tout coureur qui part, il part sans véhicule derrière. S'il a un ennui mécanique, tant pis, on n'est pas sur quelque chose d'officiel, sur une compétition qui rapporte un titre ou quelque chose. Donc, on reste quand même très basique sur ça. C'est un format M. Donc ça, comme l'a montré rapidement Julien. Comme je vous disais, au niveau des ressources matérielles, c'est très très basique. Une salle de distribution des dossards, mais ça peut être une tente également. Hein. Pourquoi pas si on n'a pas d'autres choix. 2 tentes, une au départ, une arrivée, table, les chaises. Vraiment très simple. Un chronométrage simple avec Excel et une barrière au départ. Voilà, vraiment basique, mais on peut faire un chrono. Les ressources humaines, donc un arbitre du club, comme je vous ai dit, dans beaucoup de clubs, on fait des tests avec nos écoles de vélo, avec les coureurs régionaux ou même jusqu'à élite. Et donc, on sait tous à peu près faire, je pense, un chrono. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les ressources du club et non d'aller en chercher ailleurs. Un poste de secours conforme au RTS. Donc, déjà, là, moi, j'ai prévu une ambulance, 7 signaleurs et donc 2 personnes pour gérer le chrono. Et donc, vous me direz combien ça coûte. Donc voilà le budget, alors ce que j'ai appelé un budget réel, hein, parce qu'un budget prévisionnel doit être équilibré. Là, en fait, l'idée, c'est de vous montrer quand même ce qu'on pourrait gagner, entre guillemets, si on organisait quelque chose comme ça. Donc les droits d'organisation, 127 euros. L'arbitre, j'ai prévu 50 euros, mais encore une fois, si c'est les arbitres du club, ça pourrait être 0. Mais voilà, je l'ai quand même mis dessus. L'ambulance, 200 euros. Chez nous, on a un partenariat sur une journée, c'est 350 euros, donc 200 euros la matinée. Encore une fois, il y a certains clubs, ils vont avoir un partenariat, donc peut-être qu'ils peuvent gagner un peu plus d'argent. J'ai mis du gasoil quand même, 15 euros. Une voiture devant le premier organisateur, devant le premier participant par contre, et une derrière le dernier des participants. Et puis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai estimé 2 euros par participant pour un lot. 50 participants, 100 euros. Un total de dépenses de 492. De l'autre côté, les recettes. Je demanderai une petite subvention à la commune, 50 euros, c'est pas grand-chose. La subvention à l'Agence nationale du sport, ANS, Thierry pourra peut-être en reparler après, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut demander. Alors moi, j'ai demandé le plus bas. Une petite buvette avec café croissant le dimanche matin, ça suffira. Un apport de 50 euros. Et les engagements, base de 50 participants à 10 euros, 500 euros. Tout ça, donc 850 euros. Plus de 300 euros de bénéfice sur une organisation qui est relativement simple à mettre en place, qui est peu coûteuse. Alors, c'est vrai que quand on regarde 492 euros, on peut dire oh, c'est quand même relativement cher, mais encore une fois, 127 euros de droits d'organisation, l'ambulance et après le reste, c'est apporté par le club ou par les participants. Donc, moi, je pense que ça reste raisonnable et surtout des recettes qui peuvent être intéressantes. Voilà, je l'ai fait rapide, contrairement à Julien, mais. Très bien, merci Denis. Écoute, je pense que ta présentation était très claire et à mon avis
très en phase avec ce qu'a présenté Julien, hein, un format d'organisation relativement simple, mais qui est dans le cadre du respect des règlements des RTS et qui du coup permet quand même d'ouvrir les épreuves à tous et d'être dans un esprit sportif de confrontation qu'on recherche avec ces contre-la-montre. Alors il y a une première question qui nous est posée sur le chat par Jean. Je vous la lis en intégralité. Papa et maman font du vélo. Ils ont un ado de 17 ans et une fille de 14 ans. Est-il envisagé de pouvoir les faire courir sur le même parcours ou faut-il créer 3 parcours différents? Donc, en gros, voilà, si on est dans un esprit d'ouverture au plus grand nombre, effectivement, on peut avoir ce profil de famille qui vient. Est-ce qu'on crée un parcours pour chaque profil ou est-ce qu'on arrive à avoir des parcours sur lesquels, finalement, on peut faire confronter de l'élite et puis des gens qui vont découvrir la discipline? Julien, Denis, je ne sais pas quel est Julien en premier. Je souhaite bien répondre. Ouais. Juste, Denis, je pense qu'on a encore ton partage d'écran. Tu dois pouvoir le supprimer. Si tu souhaites. En effet. Donc oui, alors par rapport à la question, effectivement, on est parti sur un format, enfin sur 4 formats finalement qui définissent l'âge limite de participation. Il fallait bien qu'on puisse mettre finalement un cadre et puis en tous les cas pouvoir borner tout ça, à savoir à partir de quel âge on peut les ouvrir et finalement sur quelle distance. Donc je dirais que oui, il me semble qu'il faut qu'on puisse avoir des parcours adaptés à chacun des âges. Je dirais que Denis, dans sa présentation, en a parlé, c'est-à-dire que finalement, à proximité, dans le village, il y a peut-être possibilité de tracer un parcours de 2 ou 3 kilomètres du coup, pour les plus jeunes. Mais aussi, en l'occurrence, voilà, dans l'esprit que je vois là, tel que c'est marqué, papa et maman, voilà, est-ce que c'est des gens qui font régulièrement du vélo? L'idée, c'est que voilà, même si on habite dans le village, on prend son vélo et on peut aller faire. Et si les 17 km, ça fait peur, bah, peut-être qu'on fait que le 3 km. Donc oui, je pense qu'il faut… peut-être la meilleure image qu'on peut avoir, parce que c'est un sport qui s'est vraiment développé, c'est la course hors stade. On pense notamment au trail, où en fait, lorsque vous vous inscrivez, c'est des courses à pied ouvertes à tous, bah, finalement, vous avez le choix des parcours. Et peut-être qu'il faut tendre vers ça, alors bien sûr, avec un problème de sécurisation, mais peut-être il faut tendre vers ça. Donc oui, par rapport à la question, je pense qu'il faut qu'on puisse fixer un cadre et puis après que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Ok, Denis, je ne sais pas si tu veux compléter. J'ai l'impression que le parcours que toi tu proposes, il pourrait être ouvert à quasiment tout type de participants finalement. En fait, j'ai pas repris ce que Julien a proposé, mais sur les contre-la-montre M, je crois qu'on l'avait mis à partir de 14 ans, il me semble, d'ailleurs. 15 ans. Donc, la question, moi, je trouve que le top, l'idée, c'est de pouvoir faire participer le maximum de personnes. Je vois un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a la possibilité de mélanger hommes et femmes? Oui, moi, sur l'idée que j'en ai, c'est vraiment que ce soit ouvert à tout le monde. Et moi, j'ai connu quand j'étais gamin, mon père faisait du vélo, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Quand il allait faire des gentlemen en fin de saison, j'avais 14 ans, je faisais le gentleman. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire participer tout le monde. Que même, je dirais même que le gamin, l'ado qui a un VTT ou qui a un petit vélo de route chez lui, là, dans mon village, eh ben, il connaît pas le vélo, il a envie de le faire juste pour le plaisir. C'est vraiment quelque chose qui se veut ouvert. Comme l'a dit Julien, comme la course à pied aujourd'hui est devenue, je dirais, accessible pour tous, quoi. Aujourd'hui, l'idée, c'est que tu as une paire de godasses, tu peux aller pédaler, tu as un vélo, tu as une paire de godasses, tu peux aller courir, tu as un vélo, tu peux aller pédaler. Et c'est vraiment se donner le minimum de freins aux futurs participants, quoi. Bien, alors ça y est, le bal des questions est ouvert, ça arrive de tous les côtés, c'est très bien. Il y a Rémi Leroy qui voulait poser une question à l'oral, donc Rémi, ouvrez votre micro, la parole est à vous. Oui, moi je suis dans le nord de la France et il y a 5 ans, exactement. Je suis désolé Rémi, mais alors on entend très haché. Peut-être couper votre caméra pour privilégier le son. La caméra n'est pas mise. Allez, on retente le coup. Ouais, j'ai retenté. Du coup, nous, dans le nord de la France, il y a 5 ans, on avait fait le même projet. On avait fait un contre-la-montre pour les minimes et 4D le matin, et l'après-midi, les cyclos.
Et en fait, ça avait plutôt pas mal marché. Et je voudrais savoir, parce qu'en fait, nous, quand on a voulu mettre ça en place, auprès de notre comité, on nous a pris pour des fous. On nous a dit, vous me voir que ça ne marcherait pas. En fait, on nous a mis un peu les bâtons dans les roues. On nous a proposé, en fait, c'était pas encore mis en place à la FEDE. Du coup, ils nous ont fait payer pas mal de choses. Et je voudrais savoir, est-ce que ça va être expliqué expliquer comment ça va être mis en place pour permettre au comité de bien accueillir la chose, en fait. Ouais. Julien. Alors, merci pour la question. Effectivement, c'est un travail comme j'ai dit, qu'on mène depuis 1 an. Alors du coup, on a travaillé, on a fait avec à travers des groupes de travail. Donc, on a associé quand même pas mal de personnes. Et effectivement, il y a ce travail de convaincre l'ensemble des élus sur le territoire du bien fondé du projet. Là, on sent qu'il y a une nette évolution et que les choses évoluent dans le bon sens. Encore très récemment, il y a moins de 2 semaines, donc le Conseil fédéral s'est réuni. Ça a de nouveau été présenté. Et là, je crois que l'ensemble de nos élus ont bien compris l'enjeu de ce type de manifestation. Et comme je l'ai dit en début de présentation, maintenant, charge à nous de faire évoluer ça parce que vous voyez bien que dans la présentation de Denis, ça en surprend peut-être certains parce que notamment par rapport aux engagements finalement qui vont lui revenir directement, puisque certains comités régionaux ont déjà enclenché cette démarche finalement de simplifier ou en tous les cas d'actionner ce levier financier et de ne pas et qu'il n'y ait pas de reversion. Alors c'est pas le cas dans toutes les régions et chaque région est souveraine finalement de pouvoir décider de sa réglementation et de sa tarification. Mais voilà, nous on va être plutôt dans un rôle incitatif et expliquer justement un modèle économique vertueux qui permettra que tout le monde s'y retrouve en fait. Donc voilà, je suis content d'entendre en tous les cas que l'expérience a été plutôt concluante, même si on peut entendre qu'il y ait des bâtons dans les roues, mais c'était il y a 5 ans, donc tournons-nous vers l'avenir et puis on souhaite que ça évolue. Oui, on avait une question équivalente qui venait du centre Val-de-Loire, mais là je crois que tu as bien répondu, Julien, dans cette réponse. Du coup, on a une question de Mélanie qui nous questionne, mais vous questionne, sur le dispositif lié à l'ouverture de la route par une voiture. Donc, est-ce que l'ouverture pour l'ensemble de l'épreuve est suffisante ou est-ce que vous préconisez une ouverture pour chacun des participants? Je crois que ça a déjà un petit peu été abordé, peut-être, mais repréciser cet aspect ouverture véhicule, Denis? Alors moi, je vais reprendre par rapport à mon projet. L'idée, encore une fois, c'est de faire quelque chose de très basique. Le minimum demandé, c'est une voiture ouvreuse devant le premier coureur et une voiture balai derrière le dernier coureur. Si je dois amener un dispositif avec des motards pour un plus à notre organisation, parce que ça sûr, ça peut être un plus, hein, dans ce cas-là, on peut dire que niveau sécurité, voilà. Ça aura un coût différent. Et c'est là où je pense que sur quelque chose, sur un test chrono comme on veut l'organiser, si on se veut d'organiser quelque chose encore de de mieux organisé, ouais, je dirais avec des motards, avec peut-être un lot complémentaire, quelque chose, et ben, ce serait peut-être sur le coût de l'engagement d'aller le faire. Là, moi, c'est quelque chose qui se veut basique. J'aurais pas de voiture ouvreuse. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de reprendre ce que je suis capable de le faire avec mes coureurs en tant qu'entraînement, c'est de l'adapter sur un test chrono de façon plus officielle. Mais ça reste quelque chose qui est une compétition sans gain de points, sans mise en valeur particulière. Quand je vois là, juste derrière la question de Stéphane, je ne pense pas qu'on puisse envisager un championnat départemental sous ce format-là. Là, on est vraiment sur des tests chrono. Le championnat départemental, ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, et Julien pourra reprendre la parole derrière, je pense, sur quelque chose d'officiel par rapport à des titres, à des choses comme ça. Là c'est vraiment sur un contre-la-montre pour tous. On est vraiment sur quelque chose de différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et je suis content aussi d'avoir entendu que dans le Nord, ils l'ont déjà fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce format était proposé de nouveau, on comprendrait bien plus vite le pourquoi on veut le faire et comment on peut le mettre en place. Bien. Alors, peut-être on est dans un cadre de contre-la-montre sur route, mais du coup, c'est qu'il faut voir large. Et on a des questions. Quid d'un format identique en VTT cross-country ou en cyclocross? Julien, ton avis là-dessus? Ouais, question très intéressante. C'est un sujet effectivement qu'on a abordé dans un premier temps sous l'angle route, mais
Ouais, je réfléchis à voix haute, mais en tous les cas, je pense que l'idée, elle est à creuser. On sait aussi, et pour rebondir aussi là-dessus, on sait qu'il y a la pratique du gravel aussi qui se développe en Mm. France. Et du coup, c'est peut-être aussi des pistes à explorer. Aujourd'hui, voilà, ça reste à l'état de réflexion. Et pourquoi pas, effectivement, du parcours mixte ou du parcours exclusif VTT ou cyclocross qui sont en plus un petit peu plus simples finalement à sécuriser. Donc pourquoi pas, mais je dirais que l'intérêt du petit chrono route, c'est que finalement on peut y venir avec n'importe quel support, n'importe quel VTT, enfin n'importe quel vélo, en l'occurrence un VTT, un cyclocross, un gravel ou un vélo enfant. Euh, Chose qui est peut-être moins vraie en tous les cas sur un parcours très spécifique VTT où là pour le coup il faut être équipé d'un VTT. Mais la piste est à explorer. Ouais, ça je le note et pourquoi pas, Oui, effectivement. puis pour poursuivre dans ton sens, je crois qu'aussi malheureusement, le contexte actuel du Covid va nous imposer de faire évoluer nos formats, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la reprise d'activité aujourd'hui. Et est-ce que ce format de contre-la-montre, où justement la distanciation sociale est plus facile à respecter, peut pas être un format qui permettrait de reprendre des courses un peu plus rapidement que du peloton, où la distanciation n'est pas possible, où la sécurité est plus compliquée à mettre en œuvre. C'est peut-être Mm. aussi peut-être une opportunité à saisir, de pouvoir faire ce type d'épreuve. Ouais. Du coup, il y a une question alors, qui m'a interpellé, elle me trottait dans la tête aussi par rapport au positionnement de la France au niveau international. Tu évoquais, Julien, tout à l'heure dans tes propos, que en France, le contre-la-montre était finalement assez peu organisé. Et donc, on a Jérôme Matringe qui nous dit qu'en Suisse, il y a une catégorie qui s'appelle la populaire, hein, et que c'est quelque chose qui marche très très bien, qui a un gros succès chez nos voisins. Alors, pour toi, déjà, deux questions, peut-être. Peut-on s'inspirer de ces pays-là, bien sûr? Et puis, pour quelles raisons, à ton avis, finalement, ça a moins bien démarré en France qu'ailleurs, c'est contre-la-montre? Mm. Effectivement, on a essayé de faire aussi une petite photographie de ce qui pouvait se passer à l'étranger. Parce que c'est vrai qu'on est surtout, finalement, notre point d'entrée, ça a été aussi le niveau de nos Français, justement sur la scène internationale, que ce soit dans des championnats du monde ou voilà, sur des épreuves majeures. Et on se rend compte que nos Français sont un petit peu en seconde zone. Et parallèlement à ça, on a par contre des nations qui sont chaque année toujours présentes dans ces disciplines. Donc on a les creuser. Et effectivement, on se rend compte, et notamment dans les pays anglo-saxons, et particulièrement au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, où là, en fait, c'est historique, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement de difficultés, voire même l'impossibilité de pouvoir utiliser la route pour pouvoir faire des courses en peloton, que finalement, la pratique du cyclisme s'est développée à travers ces épreuves-là, qui, pour le coup, étaient peut-être au départ sauvages, c'est possible, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient et prenaient un petit chrono, et puis ils faisaient leur chrono. Et ça s'est réglementé au fur et à mesure des années. Et du coup, finalement, leur activité s'est fondée là-dessus. En Suisse, c'est exactement aussi pour la même raison. C'est parfois aussi la difficulté d'avoir les autorisations pour pouvoir traverser les villes ou en tous les cas d'utiliser les routes. Donc ça permet aussi de proposer une activité cycliste. Et nous, en France, eh ben, clairement, on se le dit, c'est culturel et on a une vraie culture de la course en peloton, de la confrontation directe. Et on a construit notre modèle comme ça. Donc voilà, on se heurte finalement à ces freins-là qu'on est en train de lever. Et je rebondis sur ce que tu dis, Thierry. Il y a peut-être aujourd'hui une petite fenêtre de tir parce qu'on y est contraint, forcé, peut-être d'aller vers ce type de format, en tous les cas pendant quelques mois ou en tous les cas peut-être l'année qui vient parce qu'il faudra lutter contre ce virus. Et du coup, peut-être qu'on va être contraint et forcé de revoir nos formats, mais voilà, et, on a preuve qu'à l'extérieur ça fonctionne, donc à nous de se l'approprier et d'y aller, quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous non plus. Oui, alors on a une question de Jean-Pierre Le Fallère sur la problématique des outils. Il nous demande s'il y a une application ou un logiciel de chrono simple et peu coûteux qui pourrait être mis à dispo pour ce type d'épreuve. J'ai envie de prolonger la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à des applis grand public, Strava pour ne pas les citer par exemple, ou d'autres, qui en fait ont déjà des sections et des chronos, les fameux COM là. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers des choses très très simplifiées finalement pour encore alléger, même si Denis tu nous as présenté un format super allégé qui est séduisant, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas pousser le bouchon encore plus loin, d'avoir des outils standardisés de droit commun, on va dire, qui
qui permettrait d'alléger ces organisations. Denis, je ne sais pas comment tu vois les choses. En fait, et ça Julien pourra aussi en parler, mais on en a déjà discuté en fait de faire quelque chose, une application toute simple et qui pourrait être utilisée pour la mise en place des engagements, des engagés et puis du classement. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Le problème de Strava, et qui est du moins Strava ou autre, le souci, c'est que quelqu'un peut-être qui viendrait du village, par exemple, ne va pas l'avoir. Donc, il faut quand même qu'on ait quelque chose, un support. Et je pense que la question, elle tombe bien parce que oui, on est en train d'en discuter et puis de l'imaginer. Et je pense que ce sera une des parties que l'on va devoir travailler auprès de la fédération pour pouvoir vous proposer, si vous mettez quelque chose de tel en place, un outil qui vous permettra d'aller encore plus vite et plus simplement vers la mise en place de l'organisation. Ouais, alors pour rebondir là-dessus, effectivement, sur le chrono, on sait que c'est quelque chose de très important, enfin, comme dans toutes les manifestations sportives, c'est que le pratiquant puisse avoir son classement. La plupart souhaitent savoir où est-ce qu'il se situe. Et du coup, charge à nous, effectivement, de proposer des outils pratiques d'utilisation et qui pourraient être dans le package droit d'organisation. Je pense que c'est aussi un service que la fédération doit pouvoir apporter aux organisateurs. Donc, on y travaille, effectivement. Je viens cette semaine encore d'y travailler sur une maquette d'application. Donc, voilà, maintenant, il faut qu'on voit si on a une capacité, nous, en interne à la développer ou la faire développer. Mais en tous les cas, tous les outils tous les outils existent pour apporter un service pratique. Alors, tout à l'heure, on a mis, Denis, dans sa présentation, parlait d'un support Excel. Voilà, il y a moyen maintenant avec les réseaux d'avoir des documents en ligne, des documents partagés. Et quand on parle de choses simples, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que voilà, la personne au départ peut remplir un fichier Excel au fur et à mesure, et à l'arrivée, la même chose. J'ai déjà vu faire, hein, ça existe évidemment, où finalement la feuille de calcul va pouvoir générer un classement immédiat. Bien sûr, il faut quelqu'un qui touche un petit peu l'informatique, mais je pense dans vos environnements organisation, club, vous avez certainement des licenciés et des dirigeants qui touchent bien l'outil informatique. Mais on creuse le sujet, effectivement, sur les nouveaux outils. Ouais, le débat est lancé sur le chat. Il y a pas mal de questions-réponses aussi qui sont là en parallèle. C'est très bien. Il y avait une question purement réglementaire. Oui, vas-y, Denis. Ah ouais, c'était par rapport à ça, pour répondre à Jean, je ne savais pas si tu l'avais vu, mais c'est sûr que de toute façon, toute organisation doit faire preuve d'une autorisation si elle est soit communale, si c'est sur une commune, soit une préfectorale. Et ça, c'est obligatoire. Sinon, ça reste quelque chose qui est en dehors des clous et on ne peut pas se permettre. Bien. Est-ce qu'il y a des questions orales? Peut-être quelqu'un veut poser. Allez-y, prenez la parole, n'hésitez pas. Pas le micro qui s'ouvre là. Non. On a une question alors du coup sur la conception d'épreuves de masse. C'est Nicolas Garcera qui pose cette question, qui, si je traduis bien, pense que le terme de masse est peut-être un peu usurpé, puisque course de masse égale d'un point de vue réglementaire des courses plus de 500 participants, alors que là on évoquait plutôt la masse comme étant la capacité à toucher tous les types de pratiquants. Peut-être éclairer un peu ça. C'est bien l'état d'esprit, me semble. Oui. Alors effectivement, on peut se questionner ou en tous les cas discuter sur les termes. Je crois qu'il faut vraiment entendre la philosophie dans laquelle on souhaite le mettre, l'état d'esprit dans lequel on souhaite proposer ça. Peut-être effectivement, il faut qu'on soit vigilant sur l'utilisation de ce terme-là, si par ailleurs il est utilisé dans la fédération pour d'autres choses. On a plutôt, c'est plutôt l'appellation contre-la-montre pour tous. De masse, oui, s'il y a beaucoup de monde, mais vous avez compris l'idée, c'est que quand on va pouvoir accueillir 100 ou 150 personnes, c'est déjà, il faudra pouvoir avoir une structure pour les accueillir. Donc, il faut qu'on s'accorde sur les termes, mais je crois que le souhait là sur cette présentation, c'est que chacun puisse s'approprier ça et peut-être aussi faire fi de ce qu'on connaît, en tous les cas, du poids de l'histoire qu'on a tous dans notre sac à dos et de s'en dégager un petit peu. Et effectivement, ce n'est pas de la compétition. Tout à l'heure a été évoqué le championnat départemental. Non, ce n'est pas ça. Ça reste vraiment une épreuve. On le voit d'ailleurs avec la crise où tout le monde pédale chez soi sur Home Trainer,
où les gens viennent se défier à distance et il n'y a absolument rien à gagner et viennent sur des plateformes juste pour faire un petit chrono de 15 bornes, de 20 bornes. Et au final, voilà, on sent que ça attire. Et je rebondis aussi sur Strava. C'est la même chose. Tous les gens qui ont des segments près de chez eux et qui tentent d'aller battre le record ou en tous les cas de s'étalonner par rapport au champion du coin, au pro qui a roulé sur le segment. Et j'essaye de voir ce que je vaux. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de permettre une confrontation simplifiée. Ok, merci. Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour de la licence, de l'assurance, notamment bien confirmer qu'on puisse ouvrir ce type d'épreuve à des non-licenciés. Si c'est le cas, comment on les assure? Et moi, j'aurais envie de prolonger. Tu as évoqué tout à l'heure un partenariat et la Fédération française de triathlon sur les féminines. Est-ce qu'il y a des projets aussi d'ouvrir encore cette interfédéralité en termes de couverture de licence? Moi, alors sur l'interfédéralité, c'est sûr que c'est un champ aussi à explorer. Voilà, on sait que ça se passe sous forme de contrat, c'est-à-dire qu'il faut que chaque partie puisse s'y retrouver. Donc voilà, en contrepartie, qu'est-ce que retrouve la Fédé de triathlon en l'occurrence, mais on l'imagine aussi auprès d'autres fédérations, notamment toutes les fédérations qui gèrent des sports, on dira énergétiques. On pense à l'aviron, on pense au ski de fond, on pense peut-être justement aux courses hors stade type athlée. Alors, il faut pouvoir aller rencontrer ces fédérations, voir dans quelle mesure il peut y avoir un échange et faire en sorte d'ouvrir ce type de compétition à des licenciés d'autres fédérations, et notamment effectivement pour s'assurer du certificat médical. Et je vois qu'il y a une question qui arrive sur le certificat médical. Mais là, clairement, c'est déjà réglementé. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait un petit topo sur la réglementation, notamment sur l'accueil des non-licenciés. Voilà, la fédération a les outils nécessaires pour ça, pour pouvoir assurer l'organisateur. Et effectivement, le certificat médical reste une pièce qui est nécessaire pour pouvoir inscrire et donner un dossard. Donc voilà, il y a des choses réglementaires auxquelles on ne coupera pas. Voilà, on souhaite pas, nous, on ne vous incite pas à faire des choses, des organisations sauvages. On souhaite rester dans un cadre légal réglementaire qui permette à tout le monde d'être couvert, entre guillemets, ou en tous les cas d'assurer un maximum de sécurité pour tout le monde, et aussi bien pour l'organisateur, pour le pratiquant, que pour l'usager finalement de la route qui, lui, va découvrir que sa route, elle est barrée. Voilà, il va falloir quand même l'aiguiller. Donc voilà, faire en sorte qu'on reste bien dans un cadre réglementaire, et il existe en tous les cas sur l'accueil des non-licenciés à travers la réglementation actuelle de la fédération. Bien, je ne sais pas s'il y a encore une question ou deux, peut-être. Il y a un micro ouvert, je ne sais pas si c'est quel micro ouvert, allez-y. Non, c'est ouvert par erreur alors. Ok, ben écoutez, si on a peut-être répondu à l'ensemble des questions, on est déjà arrivé à 1 heure d'échange, ça me paraît très bien. Peut-être pour préciser les choses, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, donc vous rappelez que dans les 8 axes possibles de candidature sur un dossier ANS, donc ça c'est pour les clubs, les 8 thématiques, c'est la 6e thématique qui est concernée, qui s'appelle organisation de manifestations cyclistes ouvertes à tous, donc sur lequel vous pouvez faire un focus sur ce contre-la-montre pour tous. Je retiens ton appellation, Julien. Moi, je trouve que contre-la-montre pour tous, ça parle bien, à mon avis, par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui. Et puis, pour la suite, eh bien, on vous invite à pouvoir consulter les supports qui ont été présentés aujourd'hui. On fera comme la semaine dernière. Ils seront en ligne sur le site de la fédération, dans l'onglet structuré. Et il y a après une sous-page organisée des animations, dans laquelle on pourra mettre tout ça. Et puis, bien sûr, on vous remercie aussi de répondre à l'enquête de satisfaction qui sera envoyée derrière, sachant qu'on vous invite d'ores et déjà pour la semaine prochaine sur le même format, sur la thématique du cyclisme santé. Voilà, on vous souhaite un bon week-end à tous et puis à très bientôt. Et puis, un grand merci à Denis et à Julien, et puis aussi à Émeric, qui derrière assure toute la technique et la mise en place de la vidéoconférence. Donc, merci beaucoup, Émeric. Bon week-end à tous. Merci à tous. Au revoir.